j'imagine que vous avez dû subir des pressions. En allant chercher ma voiture le matin, j'ai trouvé un petit mot sur le pare-brise de la voiture disant comment c'était le match au Parc des Princes samedi dernier avec votre fils. Par exemple, une fois, j'étais au téléphone avec une amie et il y a une troisième personne qui nous a répondu au téléphone. C'est pas vrai. C'est difficile de savoir à l'époque si c'était pour me menacer en quelque sorte ou au contraire pour me prévenir. Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai pu m'entretenir avec le juge Eric Alphen, figure de la lutte anticorruption, qui s'est fait connaître dans les années 90 avec l'affaire des HLM de la ville de Paris, dans laquelle il a cité à comparaître Jacques Chirac, alors président de la République. Jacques Chirac, convoqué par un juge d'instruction. Une première dans l'histoire de la République. Une histoire abracadabrantesque. Ils ont réformé la Constitution pour interdire d'entendre même comme témoin un président de la République. À cause de vous? Absolument. Nous traversons aujourd'hui un moment politique inédit avec la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans le procès du financement libyen de la campagne de 2007. Je rappelle que Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation et demeure donc présumé innocent. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une première dans l'histoire de la Ve République. Est-ce que selon vous, les hommes et les femmes politiques sont des justiciables comme les autres? Ils devraient l'être en tout cas. Il n'y a pas de raison de mettre à part un corps qui serait au-dessus des lois, qui ne répondrait pas aux convocations, qui considérerait que la loi ne leur est pas applicable. Elle serait applicable à tout le monde, mais pas à eux, alors que c'est eux qui, justement, c'est le paradoxe, votent la loi. Et donc, ça fait des années que on part de loin. Hein. Les juges, il y a 40 ans, ils n'osaient pas finalement s'intéresser à la chose politique. Dès qu'ils voyaient le nom d'une personnalité politique, même locale, comme un maire ou un conseil général, ils hésitaient, ils mettaient le dossier sous la pile, ils n'osaient pas convoquer, ils avaient peur des conséquences également pour leur carrière, pas que pour le dossier. Et puis petit à petit, les magistrats se sont un peu décomplexés et on en arrive aux années 80 où là, il y a eu plusieurs affaires qui ont touché plusieurs partis politiques. Des partis politiques qui, en fait, s'étaient arrogés un peu des monopoles, notamment sur les marchés publics, depuis la Libération. C'est le cas à un moment du Parti communiste, qui, après la Libération, avait beaucoup de puissance pour organiser un peu tout ça. Ça a été le cas, évidemment, du Parti gaulliste, qui a pris plusieurs noms. Au moment des années 80, c'était le RPR. Et ça a été le cas un peu du Parti socialiste, avec en particulier l'affaire Urbain. Et en ce qui concerne les réactions des politiques, moi je me souviens de ce ministre de la Justice sous Mitterrand qui s'appelait Georges Kijman, qui était un avocat. Et le jour où mon collègue Thierry Jean-Pierre a fait une perquisition au siège du Parti socialiste, ce qui était dans la droite ligne de son dossier, le ministre est allé à la télé pour dire il s'agit d'un cambriolage judiciaire. Et par la suite, ça a été un peu toujours pareil, c'est-à-dire que dès que des magistrats se sont intéressés à des politiques, on a essayé de les décrédibiliser eux. On a dit qu'ils respectaient pas la loi, qu'ils respectaient pas, qu'ils sortaient de leur pouvoir, qu'ils étaient pas bons, qu'ils travaillaient pas, qu'ils étaient mus par un sentiment politique, alors qu'en fait, tout simplement, un juge avait un dossier, il essayait d'instruire. Voilà, donc il y a eu une grande époque pendant laquelle les hommes et les femmes politiques se sont crus en dehors des lois. Et aujourd'hui, on en a eu un peu l'exemple, c'est-à-dire que il y a une loi sur l'exécution provisoire qui a donc été votée par des parlementaires et qui prévoit que dans certains cas, même s'il y a un appel, la peine de prison peut être commencée à être exécutée. Et c'est ce qui se passe tous les jours en comparution immédiate. Hein. Vous avez des trafiquants de drogue, vous avez des violents, vous avez des gens qui s'associent pour commettre éventuellement des actes de terrorisme. Quand ils sont condamnés à 3 ans ou même moins de prison, aussitôt le tribunal décerne un mandat de dépôt. Et ça fait des années que ça existe et ça n'émeut personne. Mais à partir du moment où il y a un politique qui a fait l'objet, ou 2 politiques qui ont fait l'objet d'une exécution provisoire, là on découvre la loi et on se dit, c'est pas normal. Et cette frilosité des juges à l'époque pour instruire des personnalités politiques, elle était due à quoi, selon vous? À une certaine culture judiciaire, aux peurs des représailles, à tout un système qui
qui empêchait en fait qu'on s'intéresse à ce type de personnes? En fait, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments. Et il faut bien déjà se dire que le corps des magistrats, pendant longtemps, était un corps de gens qui étaient dans le cercle juridique, plutôt aisés familialement, qui souvent faisaient le même métier que leur père, ou dont les parents étaient avocats. En tout cas, il y avait une espèce d'habitude, je vais pas dire de révérence, mais en tout cas de respect des gens qui faisaient un peu partie du même milieu. Il n'y avait pas trop de mixité sociale dans la magistrature. Il n'y en a pas encore énormément, mais il n'y en avait pas du tout à l'époque. Et du coup, il y avait certaines habitudes qui avaient été prises. En gros, il y avait les gens bien, et puis il y avait les voyous. Et on ne pouvait pas imaginer que certaines personnes parmi les gens bien soient également des voyous. Il y a également, parce qu'on parle toujours des juges, mais on ne parle pas du tout des policiers, pendant longtemps, moi je cite souvent cet adage, le juge sans le policier n'est rien, le policier sans le juge est tout. Les deux peuvent avancer de concert ensemble dans un dossier, l'un ou l'autre, ça ne peut pas aller. Et pendant longtemps, et d'où une réflexion sur la nécessité d'une vraie police judiciaire qui dépend de la justice, pendant longtemps les policiers étaient bloqués, c'est-à-dire que dès qu'ils trouvaient un petit élément, un petit indice, une facture, un chèque qui pouvait gêner quelqu'un, je veux dire d'ayant un poste politique notamment, la hiérarchie, les commissaires, les ministères de l'Intérieur, etc., faisaient dire n'y touchez pas. Même si le juge veut, en fait. Absolument. Il faut bien comprendre qu'il y a deux autorités discordantes et voire opposées, c'est-à-dire qu'il y a l'autorité du juge d'instruction qui dit au policier vous allez faire ça, et puis il y a l'autorité hiérarchique avec l'inspecteur, enfin ce qu'on appelait avant les inspecteurs, le lieutenant, capitaine, commandant, le commissaire, le chef de service, et puis la préfecture de police en région parisienne. Et du coup, ces deux autorités aboutissaient parfois à un blocage. Moi, je donne parfois cet exemple-là. Un jour, dans l'affaire des HM de Paris, un policier m'appelle et il me dit « Monsieur le juge, comme vous le vouliez, on est allé faire une perquisition à tel endroit. » « Très bien, dit le juge. Ce que vous vouliez qu'on cherche, on l'a trouvé. » « Très bien, dit le juge un peu naïf. Il y a un seul problème, monsieur le juge, c'est que mon commissaire n'a pas voulu qu'on le saisisse. » C'est-à-dire, pour parler clairement, une pièce à conviction qui était de nature à gêner une personnalité politique, et l'ordre est venu du commissaire de ne pas la prendre, cette pièce. Quand on voit ça, on se dit qu'il y a certaines affaires dans lesquelles on aura du mal à avancer. Je reviens sur la condamnation en première instance de Nicolas Sarkozy, qui a fait appel de sa condamnation et demeure présumé innocent. Ce verdict, 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, ça vous inspire quoi? Et est-ce qu'il vous paraît juste au regard des éléments de l'enquête? Alors, c'est un dossier que je ne connais pas. J'ai lu, comme beaucoup de gens, le jugement, mais je ne connais pas le dossier, donc je ne peux pas dire si c'est sévère ou pas sévère, etc. Ce que je peux dire en revanche, c'est que j'ai lu le jugement, comme je viens de le dire. C'est un jugement long, 380 pages, extrêmement motivé, extrêmement argumenté. Si sur les 4 infractions qui étaient reprochées à Nicolas Sarkozy, il y en a 3 qui ont fait l'objet d'une relaxe, ça veut dire que les juges n'étaient pas axés pour nuire absolument à Nicolas Sarkozy, mais qu'ils ont essayé, avec la règle de droit, de déterminer, et les éléments de fait de déterminer si ces infractions étaient constituées. Après, la décision leur appartient. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est parce que ces derniers temps, il y a eu quand même pas mal d'attaques contre les juges, et notamment la présidente du tribunal. La décision a été prise par les 3 membres du tribunal correctionnel et pas par la seule présidente, ce qui veut dire 3 voix éventuellement discordantes, ce qui veut dire aussi 3 avis politiques et passé politique éventuellement. Puis au total, c'est plus d'une cinquantaine de magistrats qui ont travaillé C'est des gens qui sont différents et qui, à 3, ont examiné toutes les pièces du dossier et qui, à 3, ont pris une décision. Vouloir rapporter ça, comme l'a fait également Marine Le Pen pour la présidente du tribunal correctionnel qui l'a condamné, c'est une hérésie, en fait, et c'est éventuellement de la mauvaise foi. Et puis on peut, vous allez me corriger si je me trompe, mais au début du procès, dénoncer, enfin dire ce juge n'est pas partial, enfin il y a un recours pour ça. Il y a une procédure qui s'appelle la récusation ou la requête en suspicion légitime, en disant le juge n'est pas neutre, je demande à ce que ce soit un autre juge qui vienne. Et là, il s'est rien passé en début du procès, personne n'a rien dit.
Et juste en sortant du cas Nicolas Sarkozy, il y a une controverse quand même autour de l'exécution provisoire de la peine. Ça a été le cas aussi pour Marine Le Pen un peu plus tôt cette année, qui a également fait appel de sa condamnation. Est-ce que c'est une atteinte à la présomption d'innocence comme certains l'affirment? On est juge, on est là uniquement pour appliquer la loi. On ne fait pas la loi, c'est les députés qui la votent la loi et les sénateurs. À partir du moment où la loi existe, je veux dire, si elle existe, c'est pour qu'on l'applique. Donc, à partir du moment où elle prévoit la possibilité d'exécution provisoire, à partir du moment où elle crée un délit d'association de malfaiteurs qui est dans le code pénal, si on ne veut plus que les magistrats prononcent l'exécution provisoire, si on ne veut plus que les magistrats condamnent pour association de malfaiteurs, il suffit de retirer ces possibilités du code pénal ou du code de procédure pénale. À partir du moment où ça y est, on l'exécute, c'est tout. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les grandes affaires des années 90, notamment l'affaire Urba, avec l'attribution frauduleuse de marchés publics au profit du PS. On se rend compte en fait que ces accusations contre une justice politisée, etc., qu'on entend aujourd'hui avec les proches de Nicolas Sarkozy, les défenseurs de Marine Le Pen, en fait, la gauche, à l'époque, avait les mêmes arguments lorsqu'elle était suspectée. C'est vrai que c'est assez symptomatique de voir que ce soit des hommes politiques de droite ou de gauche, je pense là, au moment où vous me parlez, je pense à Jean-Luc Mélenchon, sa réaction extrêmement virulente au moment où des policiers et un substitut sont venus faire une perquisition dans ses bureaux. La République, c'est moi. La République, c'est moi, absolument. Sous-entendu, vous n'avez pas le droit de venir chez moi faire une perquisition parce que je suis la République, alors qu'il n'était qu'un des représentants de la République, un élu. Et donc, qu'on regarde à gauche, à droite, les réactions sont quasiment tout le temps les mêmes. À les entendre, il y aurait une espèce de sanctuaire qui serait le parti politique auquel le juge, le policier n'aurait pas le droit d'avoir accès. C'est une espèce de caste intouchable. Ça pose question quand même. Et est-ce qu'on n'a pas franchi justement ces dernières années, mais ces dernières semaines, ces derniers mois, avec la condamnation de personnalités politiques de premier plan, est-ce qu'on a franchi un cap, brisé un tabou dans justement la représentation de la classe politique? C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une espèce de renversement, c'est-à-dire qu'au lieu de s'offusquer que des hommes et des femmes politiques commettent des infractions, on est en train de réfléchir sur le comportement des juges. Ce qui pose quand même problème. S'il n'y aurait pas d'instruction judiciaire, il n'y aurait pas de jugement du tribunal correctionnel s'il n'y avait pas d'infraction qui était à reprocher à des hommes et des femmes politiques. Donc maintenant, est-ce qu'on a franchi un stade? J'en sais rien. Mais on constate que les nombreuses affaires de ces 20 dernières années, finalement, n'ont que peu servi. C'est-à-dire que on aurait pu penser que les hommes et les femmes politiques allaient dire maintenant, on arrête. Je parlais de recrutement de la magistrature tout à l'heure. Il y a également une modification du recrutement des hommes et des femmes politiques. Et on aurait pu se dire, il y a une nouvelle classe, il y a une nouvelle tranche d'âge. Il y a des gens nouveaux qui ne sont pas forcément des gens qui ont vécu la politique toute leur vie. On peut espérer qu'il va y avoir une nouvelle façon de faire de la politique. Et on constate que, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Donc c'est un peu décevant, quoi, en fait. Alors vous êtes en fin de carrière, c'est votre premier jour de retraite. Donc on était dans un monde totalement différent quand vous avez commencé votre carrière de juge et les affaires de corruption. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le métier de juge au départ? Ça remonte à loin. En fait, aussi loin que je revienne, j'ai eu une espèce d'aversion pour l'injustice. Quand je voyais des films qui racontaient des gens condamnés injustement, des gens à qui on s'en prenait uniquement par leur origine, parce qu'ils avaient déplu à quelqu'un, etc. J'étais vraiment révulsé et je me suis dit, j'aimerais bien un travail qui me permette, dans mon petit coin, d'essayer d'éviter les injustices. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, au-delà de magistrat, moi, ce que je voulais être, c'est juge d'instruction. Parce que le juge d'instruction, c'est celui qui enquête. C'est celui qui envoie les policiers, c'est celui qui envoie les experts à des endroits pour vérifier les choses. C'est celui qui étudie, qui passe des heures, on le voit pas, hein, mais
Le grand travail du juge d'instruction, c'est de lire et relire et re-relire les procès-verbaux pour essayer de trouver quelque chose qui n'a pas encore été exploité, qui a échappé à la sagacité des enquêteurs. Et ça, cette histoire de chercher la vérité, finalement, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau métier? En fait, c'est la partie enquête qui... C'est la partie Maigret, comme disait Robert Badinter, c'est-à-dire la volonté d'essayer de chercher la vérité. Il n'y a pas de plus beau métier que chercher la vérité, si tant est qu'elle existe. Et c'est ça qui m'a motivé, donc. Et c'est pour ça que vous vous êtes spécialisé petit à petit dans les affaires de corruption. Les dépenses de fonds publics injustifiées, les détournements d'argent, les utilisations aussi de postes des présidents de conseils départementaux, régionaux qui favorisaient leurs proches pour un marché public. C'est des choses qui ont heurté mon regard, au-delà de celui du juge, mon regard de citoyen. Et comment on enquête dans les affaires de corruption? Est-ce que en tout cas, c'est différent que les autres types d'affaires, mais est-ce que c'est plus difficile? Est-ce qu'il y a des techniques particulières pour enquêter? Alors, je sais pas s'il y a des techniques, mais en revanche, on voit des comportements qui sont très similaires à ceux qu'on trouve, par exemple, dans des affaires de stupéfiants, ou dans des affaires même de grand banditisme. C'est-à-dire qu'on tombe sur des gens qui vous disent à demi-mot que vous avez raison, que ce que vous avez pensé trouver, c'est pas loin d'être la vérité, que la personne que vous suspectez, c'est pas loin d'être un bon chemin, mais en revanche, on peut pas compter sur eux pour parler sur procès-verbal. Parce qu'ils savent très bien que s'ils parlent sur procès-verbal, ils n'auront plus de travail, ils n'auront plus de marché, voire pire, on s'en prendra à eux ou à leur famille. Et donc... C'est une forme d'omerta. C'est pas une forme, c'est une omerta, ouais. Et on parlait tout à l'heure des marchés de la ville de Paris. J'ai ressenti ça clairement de la part des chefs d'entreprise que j'avais en face de moi, dont je savais qu'ils ne pouvaient pas parler, et d'ailleurs, qui se mettaient à me parler, une fois que j'avais clôturé le procès-verbal. Comme le off journalistique, eh ben, le off judiciaire, il existe aussi. C'est-à-dire qu'ils vous disent des choses parce qu'ils sont pas forcément opposés à ce que votre enquête progresse, mais ils le disent pas sur procès-verbal parce qu'ils veulent pas se mettre eux-mêmes en cause. Donc on disait omerta, des gens qui veulent pas se compromettre ou ont peur de représailles. On est proche d'un fonctionnement assez mafieux. Ben, pas loin, oui, c'est ce qu'on disait à l'époque. C'est vrai que il faut savoir ce qu'on veut. Les chefs d'entreprise, quand ils avaient une société à faire vivre, ils avaient une famille à faire vivre, ils avaient un train de vie éventuellement à conserver. Et du coup, c'est vrai que leur vie était pieds et poings liés dans la décision d'un de leurs chefs. Donc, il n'était pas question de le mettre en cause. Donc justement, l'affaire des HLM de la ville de Paris, je rappelle rapidement, c'est un scandale politico-financier qui implique les pratiques de financement occulte du RPR, qui est l'ancêtre des Républicains. En 2001, au terme de votre enquête, vous citez à comparaître Jacques Chirac, alors président de la République en exercice. J'imagine qu'on y réfléchit à 2 fois avant de citer un président en exercice à comparaître, encore plus à l'époque. Oui, encore plus à l'époque peut-être, mais en 2 mots, de quoi il s'agissait dans cette affaire? Parce que il y a des dossiers qui sont simples à comprendre. Emploi fictif, par exemple, tout le monde comprend ce que c'est. Dès qu'il s'agit de marché public, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Et en gros, au départ, j'étais saisi de factures un peu bizarres concernant une société du Val-de-Marne. C'est pour ça que j'étais saisi à Créteil de cette affaire-là. Et à partir de cette simple facture, je suis remonté, je me suis aperçu que la société avait des marchés avec la ville de Paris, avec le département des Hauts-de-Seine, avec le conseil régional d'Île-de-France, et que visiblement, il y avait également des factures qui étaient payées à des intermédiaires, dont le seul mérite ou la seule intervention, visiblement, c'était d'organiser ou de mettre en relation, pour des sommes très importantes. Et je vais la faire courte, mais je me suis aperçu que pour avoir un marché avec l'office d'HLM de la ville de Paris, il fallait prêter allégeance. C'est-à-dire que les marchés n'étaient donnés qu'à des sociétés dont les PDG ou les dirigeants étaient membres de ce parti politique. qu'en plus, ils faisaient tous partie de cercles de réflexion similaires.
Et en plus, on leur demandait évidemment de donner un pourcentage du marché pour l'intérêt général, de leur intérêt général, c'est-à-dire la ville de Paris et le parti dont vous parliez, le RPR. Donc ça a été des années d'enquête, 7 ans à peu près. Et à la fin, je me suis dit, il manque quand même un témoignage. Qui était maire de Paris à l'époque? Qui était le président du RPR à l'époque? C'était le même Jacques Chirac. Donc certes, il était devenu président de la République. Je précise qu'à l'époque, la Constitution était beaucoup moins claire et ça semblait permettre, même si les avis des constitutionnalistes étaient étaient variés, ça semblait permettre de pouvoir entendre comme témoin un président de la République. Et donc c'était un aboutissement logique de le convoquer comme témoin. Parce que le statut de témoin est beaucoup plus libre. Absolument. Ouais. Et depuis, ils ont réformé la Constitution pour interdire d'entendre même comme témoin un président de la République. À cause de vous? Absolument. Mais à l'époque, c'était donc possible. Ce qu'on m'a reproché, c'est d'avoir... faut savoir que dans la justice, quand on fait sortir de l'informatique une convocation, il y a le nom avant le prénom. Alphen et Eric. Et quand la convocation de Jacques Chirac est sortie, il y avait pareillement Chirac, Jacques. Et la question s'est posée, en tout cas je me la suis posée, de savoir si je devais la laisser comme Chirac-Jacques ou si je devais mettre Jacques Chirac. Et j'ai considéré, alors peut-être à tort, parce que ça pouvait être considéré comme étant humiliant, que c'était, bien qu'étant président, c'était un citoyen comme les autres, et qu'il n'y avait pas de raison d'inverser l'ordre du nom et du prénom sur la convocation. Et ça, c'est la chose qu'on m'a le plus reproché, en fait. On a dû quand même, j'imagine, vos collègues ont dû vous regarder bizarrement dans les couloirs. Qu'est-ce qu'il fait à convoquer le président de la République? C'est presque un blasphème, au sens... Alors, blasphème, je ne sais pas, mais certains m'ont dit tu savais très bien que ça ne donnerait rien, pourquoi tu l'as fait, quoi. Et en fait, je l'ai fait d'abord parce que je pensais que ça pouvait donner, c'est-à-dire qu'il aurait pu me dire quelques mots sur ces marchés, sur leur étrangeté. Et puis surtout, c'est pas parce que on n'espère pas qu'il faut pas entreprendre, donc je pensais qu'il fallait laisser la chance à Jacques Chirac de venir dire ce qu'il pensait de cette affaire-là. Voilà. Après, c'est comme tout, dès qu'on fait quelque chose, on s'expose aux critiques des uns et des autres. On s'expose aussi parfois aux félicitations des uns et des autres, mais surtout on fait pas ça pour ça, quoi. On fait ni ça pour être critiqué, ni ça pour être félicité, mais on fait ça parce qu'on a un dossier et qu'il faut le mener à son terme. Et ça vous a permis, j'imagine aussi, de porter l'affaire un peu plus haut, de la médiatiser Non, elle était déjà beaucoup, parce que la convocation est arrivée en fin de dossier. Dès les années 94, ça a commencé à faire la une des médias. Et lors de cette affaire des HLM de la ville de Paris, j'imagine que vous avez dû subir des pressions, vous avez été mis sur écoute? Alors voilà, on me demande souvent si j'ai eu des pressions, et en fait, c'est plus touffu que ça, c'est plus caché que ça. On va jamais prendre votre téléphone en disant il faut peut-être arrêter d'instruire. J'ai eu des collègues qui sont venus subrepticement me poser des questions apparemment anodines sur le dossier pour éventuellement renseigner des gens. Et puis surtout, quand j'ai commencé à être un peu dangereux, il y a eu d'une part la création d'une cellule à l'Élysée qui était chargée d'avoir le plus de renseignements possible sur la progression de mon enquête, de façon à pouvoir éventuellement anticiper. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai été suivi, j'ai été écouté. J'ai fait l'objet de blancs DRG qui listaient mes fréquentations. Et quand je dis que j'étais sous écoute, c'était évidemment pas des écoutes officielles dirigées contre moi par un juge d'instruction qui aurait eu une enquête, mais c'était des officines qui étaient pour la plupart d'entre elles dirigées par d'anciens policiers qui faisaient dans la sécurité qui étaient chargés de m'écouter, de me suivre. Et par exemple, une fois, j'étais au téléphone avec une amie et il y a une troisième personne qui nous a répondu au téléphone. C'est pas vrai. C'est difficile de savoir à l'époque, et je le sais toujours pas, si c'était pour me menacer en quelque sorte
ou au contraire pour me prévenir. C'était pas un raté. Ah non, pas du. C'était pas un raté France Télécom comme il y avait de temps en temps, des brouillards. C'était quelqu'un, alors qu'on parlait, qui a dit t'as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on s'est arrêté avec l'ami en question. Je lui ai dit t'as entendu? Il me dit oui. Et la personne répond je disais c'est comme ça qu'il faut faire. Et après il a raccroché et on n'a jamais su que c'était, mais c'était évidemment des menaces latentes. Et un autre jour. En allant chercher ma voiture le matin, c'était un autre monde, on allait travailler en voiture, en allant chercher ma voiture le matin qui était stationnée en bas de chez une amie, non pas en bas de chez moi, j'ai trouvé un petit mot sur le pare-brise de la voiture, donc disant comment c'était le match au Parc des Princes samedi dernier, avec votre fils. Et effectivement, le samedi précédent, j'étais allé voir un match au Parc des Princes avec mon fils. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même particulièrement inquiétantes. On ne devient pas un peu paranoïaque quand on vit ce genre de choses? Bah, on ne devient pas paranoïaque, quoi, parce que la paranoïa, c'est inventer quelque chose qui n'existe pas. Mais là, ça existait, à tel point que, au bout de quelques mois qu'a duré cette enquête, j'ai été invité un jour par la première présidente de la Cour d'appel de Paris à venir dans son bureau. Elle s'appelait Myriam Ezrati. Et elle m'a fait état elle-même de menaces dont elle avait entendu parler. Et elle m'a proposé sa voiture blindée. Et elle m'a proposé également d'avoir une protection policière. Deux choses que j'ai refusées, parce que je considérais que protection, ça voulait dire aussi surveillance. Et à l'époque, alors c'est ça qui complétait, qui a compliqué les choses, c'est que donc j'enquêtais tout seul dans mon bureau à Créteil sur une affaire concernant le RPR, et j'avais comme ministre de la Justice un ancien secrétaire général de ce parti RPR, et j'avais comme ministre de l'Intérieur un ancien également secrétaire général de ce même parti. C'est-à-dire que mes autorités, entre guillemets hiérarchiques, de tutelle en tout cas, étaient les gens sur lesquels potentiellement pouvait porter mon enquête. Donc vous voyez la complication des choses. C'est pas très rassurant comme cadre hiérarchique. C'est un peu compliqué. Et j'ai lu aussi dans une interview que vous avez donnée aux Parisiens, vous avez appris il y a pas longtemps qu'un ami restaurateur chez qui vous alliez déjeuner chaque semaine, en fait il y avait des personnes des renseignements généraux qui dînaient à côté de vous chaque semaine. Absolument, c'était pas un ami, parce que je pense que si c'était un ami, il me l'aurait dit. En tout cas, c'était un restaurateur chez qui j'allais assez habituellement. Et il m'a rien dit à l'époque. Et je l'ai croisé il y a 3-4 ans dans un salon du livre, ou je ne sais trop où. Et il m'a dit, je voulais vous le dire depuis longtemps et je suis content de vous voir. Mais à chaque fois que vous veniez dîner, il y avait des RG qui venaient à une table à côté pour observer ce que vous disiez et avec qui vous étiez. Ce qui veut dire, après j'ai réfléchi, que s'ils savaient que j'allais dans ce restaurant, c'est que peut-être le patron du restaurant les appelait. C'est pour ça que je dis qu'il n'était pas forcément ami. Il aurait pu vous prévenir plus tôt. Voilà. Finalement, vous allez être dessaisi de cette affaire quelques mois après avoir cité Jacques Chirac à comparaître. Cette enquête, vous pensez qu'elle aurait été plus facile à mener aujourd'hui? Alors en fait, il y a deux choses qui ont changé dans notre paysage médiatico-judiciaro-politique. C'est les chaînes d'infos en temps réel, qui n'existaient pas. Et je pense que, par exemple, des refus de perquisition, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais prévu une perquisition chez le maire de Paris, Jean Tibéri, et juste au moment où la porte de l'appartement s'ouvrait et que Jean Tibéri apparaissait devant moi, le commissaire de police, à qui je venais de dire qu'on allait donc faire une perquisition à cet endroit, et qui était au téléphone avec sa hiérarchie, m'a dit « Je suis désolé, monsieur le juge, mais j'ai reçu l'ordre de ne pas vous accompagner ». Ce qui était une première, là, pour le coup, un policier qui refuse d'exécuter dans une affaire de cette importance la tâche qui lui a été confiée par le juge d'instruction, c'était une première. Donc cette chose-là, qui est passée relativement, pas inaperçue, je ne vais pas le dire, mais qui a été indolore, je pense que dans un paysage de chaînes d'information en temps réel, je pense que ça ne se serait pas passé de la même façon. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Quasiment tout se sait
tout le temps, très vite. Les gens réagissent, les gens diffusent des vidéos, il y a les téléphones aussi, évidemment. Les gens diffusent des vidéos, etc. Et on ne s'en rend pas compte. Et je pense là aux jeunes qui éventuellement nous regardent là, qui ont une vingtaine d'années, on ne se rend pas compte de la façon dont notre société a complètement changé entre les années 80-90 et maintenant. Tout a changé, les téléphones portables, les géolocalisations. Et cette enquête, dans cette enquête, il y a eu quand même quelques personnes de condamnées, donc de premier plan, des entrepreneurs notamment. Mais vous pensez que cette affaire, elle aurait pu aller plus loin? Est-ce que vous avez encore des regrets sur cette affaire? Ah ben c'est certain, oui. Je pense que je suis pas arrivé là où j'aurais pu arriver. C'est-à-dire que on en parlait tout à l'heure, mais à partir du moment où il y a eu des témoignages qui ne sont pas arrivés, où il y a eu des pièces à conviction qui n'ont pas été trouvées par les enquêteurs parce qu'on leur interdisait de les trouver dans l'affaire des HLM de Paris, il est certain que ceux qui ont été condamnés, c'est les chefs d'entreprise, c'est quelques membres de l'exécutif de l'office HLM de la ville de Paris, mais en revanche, les purs politiques, ils ne l'ont pas été. Et si demain, vous étiez ministre de la Justice, jour 1, qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est très facile comme question, comme réponse en tout cas. Inéligibilité à vie des hommes et des femmes politiques condamnés pour infraction financière. C'est très simple, hein. C'est radical. Mais non seulement c'est radical, mais ça me semble tellement logique que je ne comprends pas qu'on s'y oppose. Le comptable qui est condamné pour avoir détourné de l'argent dans la société qu'il employait, il va peut-être trouver un autre travail. On va lui dire de pas être comptable, parce qu'il sera en relation avec de l'argent. La personne qui commet des actes de violence, par exemple dans une colonie de vacances, il semble normal de lui interdire d'exercer une profession en lien avec des enfants. L'homme ou la femme politique qui utilise son mandat pour détourner l'argent de façon simple, ça me paraît normal de lui interdire d'être à nouveau élu. Alors, il y a deux réponses qui me sont apportées à ça. Première réponse, on me dit que ce ne serait pas entièrement constitutionnel. Je suis juriste, je sais très bien qu'on arrive toujours juridiquement à faire en sorte qu'une disposition respecte la Constitution, si vraiment on veut la faire passer. Le deuxième argument, c'est que c'est un mandat et pas vraiment un métier. La personne est élue. Voilà, c'est le peuple. Le deuxième argument, c'est que par rapport aux deux exemples que j'ai donnés, là, c'est une élection, donc c'est le citoyen qui décide. Et à ça, je réponds que parfois, le citoyen qui vote n'est pas forcément éclairé par la personnalité de celui pour qui il va voter, ne sait pas exactement ce qui lui est éventuellement reprochable, ne sait pas forcément ce qu'il prône, parce que tout va tellement vite qu'en fait, il y a des gens qui arrivent et qui votent comme ça parce qu'ils ont l'habitude de voter pour un parti sans savoir exactement pour qui ils votent, et que ça me paraît pas anormal de dire celui-là, non, il pourra plus essayer de tromper les électeurs. C'est aussi la démocratie d'avoir le droit de voter pour quelqu'un qui a été condamné. Donc dans ce cas-là, avec votre raisonnement, quelqu'un qui a été condamné parce qu'il a tué 3 personnes... Je dis pas que c'est le mien. Oui, mais avec ce raisonnement, quelqu'un qui a été condamné parce qu'il a tué 3 personnes va pouvoir se présenter, voire être élu, par exemple, député. Or, c'est un crime et pas une... Oui, mais il y a des choses qui sont criminelles. Hein. Le faux en écriture publique, par exemple, pour un notaire, c'est criminel. Enfin bon, il y a des infractions criminelles. Mais de toute façon, le code électoral prévoit des interdictions de droits civiques pour un certain nombre d'infractions. Et donc, ça me choque pas qu'il y ait une interdiction de ces droits-là pour des gens... Vous vous rendez compte, c'est des gens qui ont utilisé l'argent public, c'est-à-dire l'argent qui vient de nos impôts, pour favoriser leurs copains, par exemple, ou leur famille, ou les membres de leur parti politique, ou des gens qui peuvent leur rendre service. Ce qui veut dire que ils ont trahi ce pourquoi on les avait élus. On les a élus pour remplir une tâche bien déterminée. Ils ont trahi. Est-ce que vous pouvez faire confiance dans n'importe quel acte de la vie à des gens qui vous ont trahi? C'est compliqué, mais regardez ce qui se passe, par exemple, à Neuilly, avec Patrick Balkany. C'est quelqu'un qui a été élu de nombreuses années, maire, puis il a été condamné par la justice. Et là, demain, s'il y a des élections qui se présentent, mais il sera réélu à 70 ou 80%.
parce qu'il y a ce qui s'appelle du clientélisme, parce qu'il y a des goûters pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour les gens isolés, pour les gens qui ont des difficultés. Et ce clientélisme, parfois, qui quelque part corrompt le fonctionnement de la démocratie, ce clientélisme, s'il est pratiqué, c'est qu'il marche. Et je pense qu'une éligibilité pourrait être de nature à éviter ce genre de comportement. Les Français n'ont pas du tout confiance dans leur classe politique. La France, elle se distingue par son niveau de confiance extrêmement faible. Selon le baromètre de confiance Cevipof, seuls 26% des Français déclarent avoir confiance dans la politique, contre 47% en Allemagne, 39% en Italie. Selon vous, comment on peut restaurer cette confiance envers la classe politique ? Mais justement, avec cette mesure dont je parlais, c'est-à-dire l'inéligibilité à vie des hommes et des femmes politiques condamnés pour infraction financière, on peut... C'est suffisant ? Non, on peut mettre au point... Moi, je pense que déjà, ce qui manque en France, c'est la formation des élus. Ça fait 30 ans qu'on parle de réformer le statut de l'élu. Personne ne sait exactement ce qu'il faut mettre dans ce statut de l'élu, mais on en parle parce que ça fait bien. Mais dans ce qu'il faut, il y a deux choses qu'il faut changer. Il y a quand même, il faut attirer des gens de qualité. Par exemple, dans les maires de petites et moyennes communes, je ne sais pas si vous avez vu, mais de moins en moins de gens ont envie d'être maire et osent être maire. Pourquoi ? Parce que, ils sont pas payés, quasiment. Dans les petites villes, ils sont très peu payés. 2, ils sont pas formés. C'est-à-dire qu'ils arrivent, et puis du jour au lendemain, on leur dit, tiens, il y a un marché public pour les poubelles de la ville. Tiens, il y a un marché public parce qu'on veut construire un gymnase. Tiens, ils débarquent, ils savent pas du tout comment ça marche. Et donc, ils sont à la merci du premier corrupteur venu. Vous savez, moi, à l'époque où j'avais l'affaire des HLM de Paris, où je fréquentais des gens dans le milieu du BTP, il y avait quelqu'un qui travaillait dans une société d'eau. Vous savez, à l'époque, il y avait 2 sociétés qui dominaient, la Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux, qui m'avait raconté, on était en confiance et c'était après toutes mes affaires, que son job, ça consistait, après les élections municipales, à frapper à la porte du nouveau maire pour lui dire « Voilà comment ça marchait avec votre prédécesseur. Il y avait tant % sur les marchés publics, tant % sur les cantines scolaires, tant % sur l'eau. Et si ça marche comme ça, tout se passera bien. » Et autrement dit, c'est un pacte de corruption à l'avance. Et ça peut être aussi un simple démarchage. Non, mais parce qu'on parlait de pourcentage pour la personne du maire. 1%, par exemple, il y a des maires qui, il faut savoir, dans les années 90, ils avaient droit à 1% du montant total de tous les repas servis dans les cantines scolaires, par la société qui avait eu le marché des cantines scolaires. Donc là, on est sur de l'enrichissement personnel. Pur et simple. Et donc, quand on n'est pas formé, quand on ne sait pas comment résister, quand on ne sait pas comment ça se passe ailleurs, on est une cible toute désignée. Il y a des gens qui sont maires de leur ville depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. La chose publique, c'est pas la chose d'une personne physique. Donc il devrait y avoir des cumuls clairs dans le temps des fonctions électives. Il y a plus le cumul des mandats. Dans le nombre, mais cumul dans le temps, on n'y est pas encore arrivé, et c'est important. Et vous avez vu que même sur le cumul des fonctions, il y a de plus en plus de voix qui veulent supprimer l'interdiction de cumul en disant on peut pas être bon député si on n'est pas maire en même temps. Ce qui est en fait un peu aberrant. On peut très bien être député, c'est-à-dire voter la loi, sans savoir ce qui se passe dans la rue derrière la mairie. Enfin bon. Mais il y a énormément de mesures sur la formation, sur le recrutement, sur les barrières une fois qu'il y a un problème, sur le contrôle aussi. On n'en parle pas assez du contrôle des marchés publics, mais les chambres régionales des comptes n'ont quasiment pas de moyens, elles sont débordées. Et du coup, elles s'intéressent beaucoup plus facilement aux petites communes dans lesquelles les problèmes vont vite apparaître à leurs yeux que de contrôler énormément les grandes communes, les grandes municipalités. Et puis, en fait, est-ce que vous avez déjà vu un homme ou une femme politique dire, quand il s'agit de son propre camp qui est sous le feu des condamnations, dire « la justice a eu raison, la justice a fait son travail ».
nous avons raté quelque chose et maintenant on va changer. On va faire autrement. Parce que c'est vrai que la France mérite mieux que ce qu'on a pu faire. Moi, je l'ai jamais entendu, en fait. Ouais, c'est compliqué d'être élu en ayant ce discours. Bah, ça veut dire que seuls ceux qui mentent sont élus. Non, il y a des discours de vérité qui peut-être, d'une part, pourraient être appréciés de l'électeur, mais d'autre part, pourraient être de nature à redonner confiance dans le citoyen, à redonner une espèce de lustre à la notion d'intérêt général. En matière de transparence, il y a des choses qui ont été faites depuis une dizaine d'années, notamment la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est chargée de contrôler, de publier les déclarations de patrimoine de certains responsables publics. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose? Et est-ce que cette transparence, elle est synonyme d'exemplarité? Alors, j'étais un peu sceptique quand cette haute autorité a été créée par François Hollande. Je me disais que c'était un gadget, que ça n'allait servir à rien. En fait, je me suis trompé. Ça a servi quand même un peu. C'est-à-dire que il est évident que quand les élus ou les futurs élus ou les futurs membres du gouvernement et ceux également qui sont chargés de hautes fonctions publiques sont obligés de faire la liste de leur patrimoine, c'est quand même un mieux. Un bémol. Est-ce qu'il y a pas un petit peu de voyeurisme? Un bémol. Je pense que ce serait encore mieux si ça restait dans les tiroirs de la haute autorité et si c'était pas dévoilé. Autrement dit, il y a une haute autorité, ils nous demandent des renseignements sur le patrimoine, on donne ce renseignement sur le patrimoine et on garde ça dans un coffre jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement un problème. Mais effectivement, je suis d'accord que de savoir si telle ou telle personne a 2 voitures ou une seule, s'il a un bateau, je ne vois pas l'intérêt. Et je pense la transparence n'est pas l'honnêteté. Ceux qui défendent une transparence exemplaire souvent citent les pays du nord de l'Europe, les pays scandinaves où la moindre atteinte à la probité est souvent synonyme de démission quasi systématique. Est-ce que pour vous c'est des pays comme la Suède dont il faudrait s'inspirer, et si oui, jusqu'où? Alors oui, il faudrait s'en inspirer. Non, il faudrait peut-être pas aller jusqu'à l'endroit où ils sont allés eux. Il y a des espèces d'habitudes de vie à la française, du restaurant entre amis, des vacances, des week-ends au bord de la piscine, des choses comme ça, qui gagneraient à être un peu plus encadrées, parce que quelque part, ça participe du doute qui est entré dans l'esprit des citoyens. Alors moi je me dis, je vous fais part d'une réflexion toute personnelle qui n'engage que moi, mais la France c'est quand même un pays latin qui fonctionne d'une certaine manière. J'entends par là qu'un Français ne sera jamais un Suédois. Ouais. Est-ce que quelque part finalement on n'a pas la classe politique qu'on mérite? Et donc à latin il est censé être plus malhonnête que le suédois. Non, je dis pas que le latin est plus malhonnête que le suédois, mais on est les héritiers d'une société avec un droit romain, ou même le rapport, on va dire, au copinage, à l'entraide, est un peu différent que dans les pays du nord de l'Europe. En fait, ce qui me choque, c'est pas tellement qu'on appelle à certains copains, etc., c'est qu'il y a des gens qui ont des copains, puis il y a des gens qui en ont pas. Et c'est un exemple qui m'avait frappé, par exemple. On a tous été sollicités, moi j'ai été sollicité aussi, par les stages de seconde, ou de troisième, je sais plus, un des deux. Il y a les deux, je crois, maintenant. Et il y a des gens qui connaissent des copains journalistes, des copains producteurs, des copains chefs d'entreprise, et leurs gamins, ils ont des stages très facilement. Et puis il y a ceux qui sont dans leur campagne ou dans leur banlieue, qui connaissent personne. Et leurs enfants, ils avaient énormément de mal à trouver des stages. Et à une échelle plus grande, c'est la même chose. C'est-à-dire que il y a des élus qui vont peut-être favoriser les copains. Ouais, mais c'est ce que je vous dis justement, c'est que notre société, intrinsèquement, elle fonctionne comme ça, et que notre classe politique, c'est finalement l'émanation
de ce fonctionnement qui est à la base de la société. Oui, donc. mais il n'y a pas de fatalité. Non, il n'y a pas de fatalité, mais on le mérite. Hein. Ils sont un peu à notre image avec leurs travers, leurs représentants Oui, politiques. mais bon, on peut garder les mêmes copains tout en essayant de gommer quand même les travers, parce que ces travers, à une grande échelle, ils entraînent l'injustice, donc ils entraînent le sentiment de révolte, donc ils entraînent éventuellement la violence. Et je pense qu'il est plus que temps maintenant d'essayer de modifier justement cette tradition de copinage. Vous savez, on parle souvent de petits arrangements entre amis. Ben, les arrangements, c'est pas bien. Et entre amis, c'est encore pire. Et donc, c'est pas parce que ça a toujours eu lieu, c'est pas parce que notre société, elle aime bien la vie amicale, que pour autant, on doit continuer pareil, parce qu'il y a des gens qui sont laissés sur le carreau. Et quand vous donnez un marché à un copain d'un copain, et ben à côté, vous avez une entreprise qui est méritante, qui peut-être fait des bons produits, mais qui n'aura jamais la chance d'avoir un marché. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder, c'est le narcotrafic. Et vous, en tant que juge, c'est des affaires que vous avez beaucoup instruites. Quel constat vous faites de la situation aujourd'hui et est-ce qu'aujourd'hui, la police, mais aussi la justice, dispose de suffisamment de moyens pour s'attaquer à l'ampleur du problème en France? Alors, c'est surtout des enquêtes que je voyais régulièrement dernièrement à la Chambre de l'instruction, parce qu'on avait beaucoup, comme il y a énormément d'appels et beaucoup de mises en examen, toutes les chambres d'instruction, y compris celles qui n'étaient pas spécialisées dans la drogue et le trafic de stupéfiants, connaissaient de ces affaires. Et je peux vous dire que c'est affolant, en fait. Vous avez vu une multiplication des affaires? Énormément, et avec énormément de gens, avec des... Je veux dire, avant, ce qu'on appelle les go-fast, les gens qui vont notamment en Espagne pour chercher de la drogue et qui la ramener en France, c'était quand même exceptionnel. Maintenant, il n'est pas rare de voir dans les dossiers des gens des bandes qui font des go-fast 3 ou 4 fois par semaine, qui ramènent la drogue et qui redescendent tout de suite et qui ramènent et qui redescendent. Vous avez le sentiment que c'est beaucoup plus organisé, des bandes de crimes organisés aujourd'hui? Donc il y a ça, et puis il y a quand même des cités entières, notamment en Île-de-France, mais je pense que c'est pareil autour de Lyon, autour de Marseille, qui sont consacrées en fait au trafic de drogue. Et encore plus inquiétant, c'est que dans le même temps, on a fait une réforme de la police judiciaire. Apparemment, il y avait des enquêteurs bien spécialisés qui ne se consacraient qu'à la poursuite des malfaiteurs, notamment dans les affaires de drogue, qui avaient des moyens, qui avaient des voitures, qui avaient des choses comme ça, et qui avaient surtout une autorité hiérarchique seule. On en parlait tout à l'heure, mais c'est extrêmement important. Maintenant, parce que c'est déjà en fonction dans certains départements, on a déplacé la police judiciaire pour la mettre dans le pot commun de la police. C'est-à-dire que si demain, on a besoin d'un policier pour assurer la garde d'un immeuble parce qu'il y a des troubles en bas de chez un élu local, il aura beau dire je peux pas parce que je suis en planque dans la livraison qui va avoir lieu tout à l'heure, on va lui dire non, tu viens là. Parce que, pour simplifier, pour résumer, donc il y a d'un côté les trafiquants de drogue qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus organisés, ayant de plus en plus de moyens, et de l'autre côté, on a d'un côté des juges qui sont de plus en plus débordés, qui n'ont pas le temps d'instruire tous les dossiers, et des policiers qui sont démobilisés parce qu'on ne leur donne plus les moyens auxquels ils aspirent en termes de police judiciaire. Donc je pense que la situation est inquiétante. Ça fait 50 ans qu'on signale ces troubles et rien n'est fait. Vous évoquez la corruption de surveillants pénitentiaires, mais aujourd'hui, cette corruption, elle peut toucher notamment des policiers, mais aussi des greffiers et même peut-être plus rarement, mais ça existe, des juges. C'est problématique, oui. À partir du moment où il y a de l'argent, il y a du pouvoir, il y a à la fois de la menace et de la promesse, les greffiers sont pas des surhommes ou des surfemmes, les policiers sont pas des surhommes ou des surfemmes, et les juges aussi ne sont pas des surhommes et des surfemmes. Donc qu'est-ce qui va se passer dans quelques années quand tu auras d'un côté une absence absolue de résultats, pour les raisons qu'on a évoquées à l'instant, et de l'autre côté une possibilité d'avoir des postes, d'avoir de l'argent, d'avoir une vie autre? Je crains beaucoup que ça
évolue de façon très inquiétante, quoi. Ouais, écoutez, ce sera le mot de la fin, même si c'est inquiétant. Voilà. Mais je vous remercie pour votre éclairage, votre expertise. Merci d'avoir répondu à mes questions avec Alphen. C'est moi qui vous remercie beaucoup de m'avoir convié. Merci à tous d'avoir regardé cet entretien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à réagir ou à poser vos questions en commentaire. Avant de vous laisser, je voudrais remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cet entretien, en particulier Fred à l'image et Delphine à la prod. Et je vous dis à très vite.